Bonjour chers internautes de Leral.net et bienvenue sur la plateforme Leral TV. Leral.net démarre une nouvelle émission économique, le magazine Intelligence Éco, qui se veut l'écho de l'information financière et économique. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille qu'on va présenter, bien que beaucoup de personnes le connaissent déjà. Dr Cheikh Tidiane Dièye, directeur du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement. C'est avec cette personnalité qu'on va essayer de décrypter l'actualité économique sous-régionale, africaine et mondiale. Bonjour, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Bonjour, Massène. Voilà, première question assez basique. Où en est l'intégration africaine actuellement? Merci beaucoup. Merci pour votre invitation d'abord. Et toutes mes félicitations à vous, à votre équipe et à tout Leral.net pour l'inspiration que vous avez de choisir un sujet comme celui-là. Ce n'est pas courant. Et je m'en réjouis fortement que vous ayez décidé de parler de cette problématique majeure pour nos pays. C'est vrai que vous partez du niveau national au régional, ensuite au continental et à l'international. Ce ne sont pas des sujets qui sont souvent mis en débat, qui ne sont pas au devant de la scène, mais qui, d'une manière ou d'une autre, conditionnent plus ou moins la marche de nos pays et déterminent aussi plus ou moins profondément les décisions que nous prenons même au niveau national. Votre question paraît simple quand vous dites où en est-on avec l'intégration régionale en Afrique, mais la réponse ne peut être qu'une réponse complexe. Parce que comme vous le savez, l'intégration africaine en général, lorsqu'on parle du niveau continental, a déjà un certain nombre d'acquis depuis le début des indépendances. Le rêve des pères fondateurs avait toujours été de construire une Afrique unie, forte et prospère, qui compte sur l'échiquier mondial. Et chemin faisant, ils ont mis en place un certain nombre d'institutions, de stratégies, de démarches. Évidemment, à l'heure du bilan, lorsqu'on fait un bilan intermédiaire, on se rend bien entendu compte que tous les objectifs n'ont pas été atteints. Nous avons franchi certainement beaucoup d'obstacles. Nous avons eu un certain nombre d'acquis, plus ou moins importants, il faut s'en réjouir. Mais le chemin qui reste devant nous est encore plus important et nous en convenons tous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tout récemment, au niveau de l'Union africaine, tout un processus de réforme a été engagé pour consolider la marche, pour accélérer le mouvement, pour déjà au niveau économique la construction du marché continental africain. En ce moment, la zone de libre-échange continentale africaine est en cours de négociation. Vous savez que pour constituer la charpente de l'intégration, le continent avait été subdivisé en 8 communautés économiques régionales différentes, notamment la CEDEAO, la communauté de l'Afrique de l'Est, COMESA, SADC, Afrique centrale, l'IGAD, pour porter le mouvement au niveau régional. Et chacune de ces communautés économiques régionales devait arriver à un niveau pour mettre en place déjà une zone de libre-échange, ensuite une union douanière avec un tarif extérieur commun, avant d'aller vers le marché africain. Les régions ne sont pas au même niveau. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, la CEDEAO, a déjà franchi l'étape de la zone de libre-échange. Elle a franchi l'étape de l'union douanière avec l'adoption du tarif extérieur commun. Et au même moment, le continent dans son ensemble est en train de négocier la zone de libre-échange continentale qui réunit aujourd'hui tous les pays de l'Union africaine qui sont en train de négocier pour qu'à terme, qu'on ait un marché commun africain avec la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services pour offrir aux plus d'1 milliard d'individus en Afrique un marché aussi consistant et aussi important qui peut être le levier pour la transformation structurelle. Donc au total, des acquis, certes, mais bien entendu, encore un chemin très long. Monsieur Dièye, vous êtes un spécialiste reconnu des questions d'intégration. On parlait tantôt de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que les patronats de certains pays, comme le Sénégal et autres, ont raison de s'inquiéter? Oui, c'est aussi encore une question complexe. La réponse, bien entendu, aussi est une réponse complexe. Parce que j'aime pas, en général, les réponses binaires en termes de c'est bon ou c'est mauvais. Parce que les situations économiques et sociales sont toujours assez complexes. Et il faut les analyser sur une perspective longue,
prendre en compte un ensemble de facteurs qui déterminent le succès ou l'échec, les avantages ou inconvénients de l'adhésion d'un pays comme le Maroc dans une région comme la CEDEAO. La demande d'adhésion a suscité beaucoup de débats, un débat quelquefois assez passionné, qui, à mon avis, à un certain moment a été mal posé. Moi, j'ai été invité à 2 reprises au Maroc par des think tanks marocains pour débattre avec eux sur les forces et faiblesses ou avantages et défis de cette adhésion. Ma position déjà à l'époque était de leur dire, il me semble que toutes les analyses qui devaient être faites au préalable n'avaient pas été faites en amont et que l'aspect que le Maroc avait mis en avant était juste l'aspect économique. Bien entendu, c'est une économie assez structurée, assez en avance par rapport à certains de nos pays, qui a tout de suite vu un marché à prendre. Alors que derrière le marché, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas qu'une intégration économique avec une libéralisation du marché, mais l'intégration est une totalité en Afrique de l'Ouest, avec un protocole sur la libre circulation des marchandises, mais aussi un protocole sur la libre circulation des personnes, le droit d'établissement, de résidence, etc., qui fait que lorsque vous rentrez pour prendre le marché, mais les citoyens des autres pays auront aussi le droit de s'établir sur votre territoire, d'y travailler, d'y rester, et ne doivent même plus être soumis à des obligations de titre de séjour et autres. Tout ça, on l'a dépassé. L'autre élément, c'est qu'un processus d'intégration n'est pas seulement un facteur ou déterminé ou par un pilier économique. C'est aussi un processus culturel et social. La perception que les Africains de l'Ouest ont de leur région, ont de leur unité, ont de leur identité en tant qu'Africains de l'Ouest, parce qu'on a quand même franchi des pas en termes de construction de la citoyenneté dans la CEDEAO. Les citoyens de la CEDEAO se voyaient d'une certaine façon. Lorsque un pays comme le Maroc, qui du point de vue de l'identité, sans vouloir rentrer dans des histoires de race ou autres, mais au moins c'est un débat qu'il faut poser sur la table. Et l'erreur que les chefs d'État ont faite a été de précipiter un peu le mouvement en décidant de donner un accord de principe au Maroc avant même d'avoir fait une étude évaluant les avantages et les inconvénients. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque le secteur privé a commencé à bouger dans les différents pays, les chefs d'État ont trouvé le moyen de ralentir un peu le rythme en demandant une étude d'impact qui a été faite. Étude qui a montré que sur le plan juridique, rien ne s'oppose à l'adhésion du Maroc, mais bien entendu qu'il fallait encore creuser les arguments économiques. Et cela les a amenés à dire qu'ils ont besoin d'approfondir encore l'étude d'impact pour simuler ces effets au niveau d'un certain nombre d'États pour voir si le Maroc adhérait, est-ce que ça aurait ou pas des défis, etc. Mais ce qui est important ici, c'est d'ailleurs ce que j'ai reproché un peu à nos amis du secteur privé, en mettant en avant seulement l'argument de la faiblesse des structures économiques et des entreprises ouest-africaines. Ils ont montré une certaine peur et ce n'est pas comme ça qu'il faut résoudre les problèmes. C'est vrai que les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour renforcer les entreprises de la région, ce qui fait que toujours quand ces entreprises sont en face d'autres entreprises de pays qui, eux, soutiennent leurs entreprises, ils sont un peu défavorisés, nos entreprises, elles sont défavorisées. Mais ce qui est constant, c'est que vous ne pouvez pas dire le Maroc en rentrant nous poserait des problèmes sur le plan économique parce que pourrait accéder à nos marchés, refuser cela au niveau CEDEAO, mais au même moment, je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est en train de négocier une zone de libre-échange continentale. Et le Maroc est dans la zone de libre-échange continentale. Le Maroc participe à la négociation. Donc si la zone de libre-échange continentale africaine est établie, bien entendu, même si le Maroc ne rentre pas dans la CEDEAO, il aura quand même accès au marché de l'ensemble de nos pays en vertu de cette zone de libre-échange continentale. Donc le problème n'est pas forcément au niveau d'une sorte de stratégie pour le bloquer au niveau commercial. C'est une stratégie plutôt différente. À mon avis, c'est une analyse qu'il faut approfondir déjà. L'adhésion d'un nouveau membre dans une communauté comme celle-là ne peut pas être une simple décision de chef d'État qui, entre deux sommets, prennent la décision d'ouvrir l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et lorsque vous le dites, vous devez impliquer les peuples dans les choix. Ce débat aurait dû être posé dans le secteur privé, dans la société civile, au niveau des parlementaires, dans les élus locaux, partout dans tous les échelons de la société ouest-africaine, de la communauté. On aurait dû ouvrir ce débat, demander à l'opinion qu'est-ce que, plus ou moins, ils pensent de l'adhésion d'un nouveau membre. Cela aurait donné un peu plus de légitimité à ce processus, aurait préparé les opinions,
Mais comme cela n'a pas été fait, bien entendu, la réaction normale, et c'est normal, c'est que le secteur privé, n'ayant pas compris, ayant vu qu'il y a des défis et des risques, on ne lui a pas expliqué comment les atténuer. Évidemment, sa réaction a été une réaction pour stopper les choses. Ça a été le cas aussi d'un certain nombre d'autres acteurs, comme des parlementaires au Nigeria, comme la société civile dans la plupart des pays. Ce qui fait que les chefs d'État devraient encore revoir, je pense, la démarche pour rectifier le tir. Absolument. Docteur Dieye, est-ce que la CEDEAO n'avait pas d'autres chats aussi à fouetter si on parle de la monnaie commune qui piétine et d'autres chantiers? Est-ce qu'en se focalisant sur le Maroc, est-ce qu'on n'a pas laissé les autres chantiers en rade? Oui, et c'est une très bonne question et vous avez absolument raison, je l'ai souvent dit d'ailleurs, le défi actuel de la CEDEAO n'est pas forcément le défi de son élargissement. On est à 15 États avec énormément de défis. Je l'ai dit, on a des acquis, certainement. C'est l'une des régions du continent africain les plus avancées en matière d'intégration régionale. Ce n'est pas seulement le passeport, ce n'est pas seulement la carte d'identité biométrique qui est en train d'être installée. Le Sénégal l'a déjà fait, les autres pays ont commencé. Ce n'est pas seulement une affaire de libre circulation des marchandises et des personnes qui, même en étant encore à construire, à parachever, à parfaire, a quand même un certain nombre de résultats positifs. Nous avons des entreprises qui, installés dans un territoire de l'Afrique de l'Ouest, peuvent maintenant exporter sur l'ensemble des autres pays sans droit de douane, etc., au titre du schéma de libéralisation, ce qui est une bonne chose. Et c'est cela qu'il faut approfondir. Ce sont ces acquis qu'il faut consolider et les approfondir plutôt que d'élargir au moment où ces acquis ne sont pas encore assez fortement consolidés, etc. Donc je pense que ces chantiers sont des chantiers structurants. C'est la consolidation du marché régional. C'est garantir l'effectivité de la circulation des marchandises et des personnes, parce que le schéma de libéralisation des échanges, qui permet aux marchandises de la région de circuler sans droit, n'est pas tout à fait effectif. Même si tous les pays ont signé les protocoles, l'application pose problème. La libre circulation des personnes dans l'espace régional, il suffit de quitter un pays, prendre un corridor pour se rendre à un autre, pour se rendre compte effectivement que c'est la croix et la bannière pour traverser les frontières ouest-africaines. Et les citoyens le vivent. Et les citoyens n'ont pas encore tous les droits, ne jouissent pas de tous les droits que leur confèrent les textes. Parce que même si les chefs d'État décident au niveau régional, l'application au niveau des États pose encore problème. Donc le grand chantier de la CEDEAO, c'est de s'assurer que tous les textes et les bonnes décisions qui sont prises au niveau d'Abuja soient effectivement appliquées par l'ensemble des États membres. Et ça, c'est un très grand chantier. Le second chantier qui me paraît le plus important est le chantier de la monnaie. Ce n'est pas seulement une affaire de CFA. Le CFA est une composante du processus. Moi, personnellement, on ne m'a pas beaucoup entendu sur le CFA pour prendre position, quoique j'adhère à l'ensemble des arguments qui sont défendus par ceux qui disent non au CFA. Le CFA n'a pas beaucoup de sens. J'ai souvent beaucoup discuté avec mon ami Kako Nabokpo à l'OIF à Paris, et même bien avant lorsqu'il était à l'UEMOA. C'est qui pour nous le présenter? C'est Kako Nabokpo, il était récemment directeur de la francophonie économique. Avant cela, il a été ministre du plan au Togo, mais professeur d'université, économiste de renom, qui a participé avec d'autres Africains également très brillants. C'est le débat doctrinal. C'est le débat. Ils ont participé à la publication d'un ouvrage sur le CFA, la servitude volontaire, qui a fait beaucoup de débats. Et c'est autour de cela, et bien entendu aussi d'autres réflexions, que l'argumentaire a été construit contre le franc CFA. Et ils ont absolument raison, je suis vraiment de leur avis de ce point de vue-là. Mais ma stratégie dans ce débat n'a pas été de dire non au CFA. J'ai dit, ayons une approche sans manquer de respect à ce qu'ils sont en train de faire, ayons une approche autrement plus positive, à mon avis, c'est de sortir du CFA par le haut. Ne pas dire nous n'en voulons pas, nous le lâchons, c'est construire notre propre monnaie qui, de facto, lorsqu'elle sera installée, effacera le CFA. Lorsque l'Afrique de l'Ouest, toute entière, évoluera vers la création d'une monnaie CEDEAO et que tous les pays du CFA et des autres adhèrent à cette nouvelle monnaie, bien entendu, personne ne parlera plus du CFA. C'est ce que j'appelle la sortie du CFA par le haut. On sortirait par le haut avec notre propre étendard. Depuis maintenant le début des années 2000, les chefs d'État ont pris d'importantes décisions pour la création de la monnaie CEDEAO. On avait même dit que la monnaie s'appellerait ECO. Les institutions comme l'Agence monétaire et l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest ont déjà aussi été mises en place. Les critères de convergence élaborés. Les pays débattent encore. C'est vrai que ces critères ne sont pas parfaits, elles sont encore
à améliorer en prenant en compte les niveaux de développement différents. Le Nigeria n'est pas sur le même niveau que la Gambie ou la Guinée-Bissau. On ne peut pas du jour au lendemain les loger à la même enseigne et les faire appliquer les mêmes politiques. Tout ça a encore besoin de coordination, mais quoi qu'il en soit, il est acté le fait que nous évoluons progressivement et tout récemment, les chefs d'État chargés, parce que la CEDEAO a créé une task force chargée de la construction de la monnaie à l'horizon 2020 pour parvenir à la monnaie CEDEAO. Il y a un défi. Une partie des pays, notamment le Nigeria et le Ghana, pour des raisons évidentes, et je crois qu'ils ont raison, veulent s'assurer, avoir la garantie que ceux qui étaient dans le CFA, avant d'aller vers la monnaie CEDEAO, auront vraiment rompu les amarres avec le parrainage par la France. Donc, c'est de convertibilité ou bien? Pas forcément de convertibilité, parce que si on va à une monnaie CEDEAO, il appartiendra à la CEDEAO de choisir les critères qui vont déterminer la monnaie, sa forme, son fond, sa posture. Il y en a même qui ont parlé d'un panier de monnaies différentes, il y en a qui ont parlé de monnaie unique, mais quoi qu'il en soit, il appartiendra à la CEDEAO de décider. Mais comme dans la CEDEAO, les pays CFA avaient déjà des liens plus ou moins forts avec la France, les autres, comme le Nigeria, veulent avoir la garantie que les défis et les déficiences qui caractérisaient les relations entre les pays du franc CFA et la France ne se retrouveraient pas ou n'influenceraient pas la nouvelle monnaie CEDEAO. Donc c'est une garantie qu'ils ont demandé et je suis absolument d'accord avec eux. Mais si ces préalables sont réglés, je pense qu'en évoluant d'ici 2020, il est parfaitement raisonnable d'espérer que la CEDEAO puisse avoir sa monnaie et qu'au moins un certain nombre d'États commencent à appliquer la monnaie. Évidemment, vouloir tous être ensemble, tout le temps, au même moment, pour appliquer les politiques est toujours difficile. Et commencer par des groupes plus ou moins près et laisser le temps aux autres de rejoindre le peloton, c'est un peu plus réaliste comme démarche, c'est la démarche que moi j'appuie, mais je pense que si on continue dans ce mouvement-là, on peut d'ici 2020 espérer voir une monnaie CEDEAO en circulation, même si ce sont quelques pays qui commenceraient à appliquer la monnaie et les autres les rejoindraient au fur et à mesure qu'elles pourront respecter les critères de convergence. Absolument. Docteur Dieye, vous évoquiez tantôt la zone de libre-échange, mais aussi par rapport, il y a l'avenir du marché commun avec l'agenda 2063. Comment vous appréhendez le processus? Est-ce que c'est satisfaisant ou bien est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Oui, moi je suis très optimiste, je suis un afro-réaliste, mais je pense que ce qu'on fait et ce qu'on fera demain dépend entre nos mains, ça n'est entre les mains de personne. Et je ne peux qu'être optimiste parce que je suis dans l'action. Je me bats, comme d'autres le font, pour que les choses se fassent. Aussi simplement que ça, les choses doivent être faites, il faut qu'elles se fassent. Et on a réussi à mettre en place un certain nombre de dynamiques. Et c'est ça qui est important, parce que lorsque les dynamiques s'enclenchent, avec un peu d'organisation et de méthode, les choses commencent à avancer. Elles peuvent aller à un moment donné, elles peuvent aller tout seules. Nous visons à l'horizon 2032 d'avoir l'Union économique et monétaire africaine. C'est l'objectif. Dans le plan d'action de Lagos, déjà le traité d'Abuja et le plan d'action de Lagos ont montré sur une trajectoire relativement longue les différentes étapes que nous devrions parcourir pour arriver à l'Union économique et monétaire africaine, pour avoir sur le continent un marché unique, une monnaie, les mêmes politiques commerciales, économiques, etc. Il y a des séquences. Déjà, la construction des régions était la première séquence. Elle n'est pas parfaite, mais il y a des régions qui ont fait d'importants bons. C'est le cas de l'Afrique de l'Ouest, c'est la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est la SADC, c'est le COMESA. Toutes ces régions avancent assez rapidement. L'étape suivante, c'est celle qui est en cours actuellement, c'est la négociation de la zone de libre-échange continentale. Elle aurait dû être finalisée en décembre 2017. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de contraintes qui n'étaient pas prévues. Il y a eu des problèmes de pilotage de la négociation, mais quoi qu'il en soit, ça se poursuit. Nous espérons que très bientôt, la négociation sera terminée. Et une fois qu'elle sera terminée, on aura une zone de libre-échange. L'étape suivante, qui viendra après la zone de libre-échange africaine, sera l'union douanière africaine. On aura un tarif extérieur commun sur l'ensemble du continent qui fera que peu importe le port ou la porte d'entrée par laquelle vous importez vos marchandises, sur l'ensemble du continent, vous paierez les mêmes droits. Et l'ensemble du marché africain sera un marché ouvert. Maintenant, il y a des défis. Le défi sera de faire en sorte que cela serve d'abord les Africains et les entreprises africaines, plutôt que d'en faire un espace où viendront s'implanter que
des multinationales étrangères qui profiteront justement d'un marché africain alors que les entreprises africaines ne seront pas solides. Ce sont deux choses qui vont ensemble et les négociations doivent garder à l'esprit le fait qu'on doit tout faire pour permettre à des entreprises africaines de grandir, de se consolider et à partir de ce marché de plus d'1 milliard, qui sera plus de 2 milliards à l'horizon 2050, de pouvoir rayonner dans le monde à partir de notre continent. Mais une fois qu'on aura cette union douanière, bien entendu, d'ici 2032, on ira vers l'union économique et monétaire. Donc la marche est en cours et je suis optimiste. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs, la compétence est là, l'Afrique a vécu beaucoup de défis dans le passé. Ce n'est plus le cas. On ne peut plus se cacher derrière le manque de ressources humaines. Il y a énormément de ressources humaines sur le continent. Les compétences, elles sont là. Il faut les organiser. Il faut mettre à la place qu'il faut les gens qu'il faut et leur donner les moyens de négocier objectivement les intérêts de leur pays et les intérêts de leur région. Une fois qu'on aura mis en place ces préalables, moi je pense qu'il y a rien qui s'arrêtera, qui empêchera la montée en puissance du continent et le déclenchement de la transformation structurelle évidente. Parce que jusqu'ici, la transformation structurelle n'est qu'un concept qui fait joli dans les plans d'émergence du Sénégal, du Gabon, de Côte d'Ivoire. Chacun en parle, mais concrètement, on n'en fait pas. Parce qu'il n'y a pas de transformation structurelle sans processus d'industrialisation. Si vous vous battez, et c'est l'exemple que je donne sur le Sénégal, j'en ai entendu récemment, j'en ai entendu dans d'autres pays, on veut tout faire pour exporter notre arachide, qui viendra acheter notre arachide. Un pays qui aspire à l'émergence, qui veut faire de la transformation structurelle, ne peut pas passer son temps à essayer d'exporter ses matières premières. Il doit les transformer. La Chine. Mais ça n'a pas de sens. Un pays qui veut fonctionner, la transformation, c'est l'industrialisation. C'est transformer les structures de production. La matière première, c'est localement qu'il faut la transformer. L'ancien premier ministre de Malaisie, Mahathir, avait donné des exemples aux Africains en leur disant, si vous voulez vous développer, allez chercher des matières premières ailleurs, ramenez-les chez vous, transformez-les parce que vous créez de la valeur ajoutée et vous créez des emplois. L'un et l'autre mis ensemble, vous créez de la richesse. Mais nous, on a de la chance. On n'a pas à aller chercher les matières premières ailleurs, nous les avons sur place. Mais pourquoi nous les vendrions à d'autres? Et donc, c'est le cas pour beaucoup de pays africains. Mais ça, ce sont des questions qu'il faudra résoudre dans toutes les stratégies que nous mettons en place. Si nous arrivons à comprendre ces mécaniques, à transformer, peu importe la quantité que nous produisons en matières premières, on doit tout faire. La Côte d'Ivoire l'a bien compris. Récemment, ils ont eu de bonnes politiques sur la transformation de l'anacarde, sur le cacao, etc. L'autre pays qui en fait de très très bons exemples au niveau continental, c'est l'Éthiopie. Avec de nouvelles politiques commerciales qui rendent un peu plus difficile l'exportation de matières premières, cela a obligé des entreprises étrangères qui s'approvisionnaient en matières premières en Éthiopie, notamment sur le cuir, la filière cuir, peau, textile, etc., de venir s'implanter en Éthiopie parce que la matière première ne peut plus sortir. Ils sont obligés de venir. Et c'est le cas du thé, etc., et du café. Ce sont de bonnes pratiques, des pratiques assez vertueuses et positives qu'il faudra reprendre. L'autre élément est de s'assurer que sur notre trajectoire de développement, les politiques que nous mettons en place sur le continent, qui sont dans certains cas de bonnes politiques, qu'aucun autre processus international ne vienne les compromettre ou les contrecarrer ou les ralentir. Et c'est souvent ce que je dis quand je parle de l'accord de partenariat économique, parce qu'il y a des processus, les APE, il y a des processus plus ou moins externes qui sont de nature à saper notre marche souveraine continentale. L'exemple est simple. Je vous ai dit que nous sommes en train de négocier la zone de libre-échange continentale africaine. Les analyses que nous avons faites, qui sont confirmées par celles que la Commission économique pour l'Afrique, qui est une institution des Nations Unies basée à Addis Abeba, a fait également sur cela, a montré que si les régions africaines qui ont conclu des accords de partenariat économique les appliquaient avant d'avoir finalisé la négociation de notre zone de libre-échange, notre zone ne marcherait pas. Alors que l'APE n'est qu'un accord que nous avons fait avec l'Union européenne, qui est un accord bancal, qui est un accord mal conçu, mal négocié, et qui de toute façon ne peut même pas être appliqué. La preuve, en Afrique de l'Ouest, l'accord a été paraphé depuis 2014. Il a été signé en 2015. En 2015, 13 pays sur les 15 ont signé l'accord. Ils se cachent, ils ne veulent même pas le ratifier parce qu'ils savent qu'il ne marchera pas. Le Nigeria,
qui à lui seul représente 56% du PIB de l'Afrique de l'Ouest, plus de la moitié de la population a refusé d'adhérer à cet accord. Mais un pays comme ça, s'il n'adhère pas à l'accord, l'accord ne peut pas marcher dans la sous-région. Et le drame de cet accord, c'est justement le fait que tous nos efforts pour développer le commerce intra-régional, l'APE les saperait, parce que l'APE créerait des possibilités de diversion, de détournement de commerce. C'est une négation de C'est une négation de l'intégration. Et l'autre élément, et j'arrête pas de le dire partout dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest où j'ai joué avec les autorités les plus hautes de ces pays, en leur disant le problème, c'est que c'est toute la contradiction entre ce que vous voulez faire pour approfondir le commerce intra-régional et le défi que l'APE nous pose sur ce commerce intra-régional. Au moment où nous nous parlons, du fait de cet APE, l'Afrique de l'Ouest négocie ou commerce avec l'Union européenne sous 5 régimes commerciaux différents, alors qu'on aurait dû avoir un seul régime, parce que nous sommes déjà ensemble. Les pays les moins avancés comme le Sénégal et d'autres ont leur propre régime. Le Ghana et la Côte d'Ivoire en ont, le Nigeria en a et le Cap-Vert a son propre régime. Donc l'APE de l'Europe a fragmenté notre région et nous a fait reculer sur le plan de nos politiques commerciales. Cela est un grand défi, c'est le genre de choses que nos autorités doivent entendre pour ne pas prendre des décisions qui n'ont pas de sens. L'autre argument, j'en finis sur l'APE, qui devrait les obliger à refuser sa mise en œuvre, voire à exiger sa négociation, sa renégociation, c'est que l'Europe avec laquelle on a négocié et signé, l'Europe n'est plus la même. Lorsqu'on a signé en 2015, l'Europe était à 28 pays. Avec le Brexit, l'Europe a changé de nature. De 28, elle est passée à 27. Parce que la sortie de la Grande-Bretagne change l'Europe. Parce que la Grande-Bretagne représente plus de 14% de l'aide européenne au développement. Et c'est le pays partenaire principal de beaucoup de pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Mais si la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe, ces pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs n'ont plus aucune incitation à être dans un accord avec l'Europe. L'autre élément qui est aussi très très important, c'est que l'accord de Cotonou, qui est un peu le soubassement de l'APE, prend fin en 2020. S'il prend fin, qu'est-ce qui sera le soubassement? Rien du tout. Et je viens de vous dire l'impact de l'APE sur la zone de libre-échange continentale. Toutes choses qui font que, évidemment, si on veut approfondir notre processus d'intégration régionale, il faudra qu'on renégocie cette chose et que dorénavant, qu'on ne prenne plus aucune décision extérieure qui serait de nature à saper le processus d'intégration et à empêcher nos pays d'avancer comme on le veut. Absolument. Les APE qui sont une négation de l'intégration, mais est-ce que vous, en tant que chantre de l'intégration, vous ne pensez pas qu'à l'heure des grands ensembles, la mondialisation, les grandes économies, est-ce que l'intégration est réellement la solution? Si vous avez évoqué le Brexit, il y a les États-Unis aussi qui veulent sortir de l'ALENA. Est-ce que vraiment, ce n'est pas quelque part un problème? Non, c'est une solution. Moi, je le crois fortement. L'intégration n'est pas un problème. L'intégration, c'est la solution pour des économies comme les nôtres. On ne peut pas comparer le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest et le processus européen. Parce que si vous voyez en Europe, celui qui est sorti, ce n'est pas l'Allemagne ou la France, c'est la Grande-Bretagne, qui a été, c'est vrai, membre de l'Europe, mais qui n'a pas été dans Schengen et qui a gardé sa monnaie. La Grande-Bretagne, en vérité, n'a jamais été dans l'Union européenne au sens économique, commercial et lié à la libre circulation. Ce n'était pas un pays qui était dans Schengen, il fallait des visas britanniques pour aller en Grande-Bretagne, pas un visa Schengen. Et la Grande-Bretagne a gardé sa livre sterling. Déjà, elle était dans l'Europe avec un seul pied. Donc sur le plan fonctionnel, c'était pas vraiment un problème pour... Enfin, voilà, maintenant elle est sortie, l'Europe s'ajuste, la Grande-Bretagne s'ajustera et chacun continuera de vivre. Ce n'est pas la même chose pour nous. L'intégration... Je vous donne un exemple. Le Sénégal aspire à l'émergence. Le Sénégal fait même de belles publicités en disant « Venez investir au Sénégal, vous aurez un marché, etc. pour exporter ». Mais le Sénégal, en appelant des multinationales étrangères pour qu'elles s'établissent au Sénégal, ne peut pas leur donner un marché de 14 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. Personne ne viendrait au Sénégal s'il faut se limiter à un petit marché qui n'a pas de moyens, les gens ne peuvent pas consommer. C'est vraiment micro. Mais c'est très petit. Mais le Sénégal, ça a du sens quand le Sénégal dit « Venez vous installer au Sénégal, investissez-vous, mettez vos usines au Sénégal, je vous offre un marché de 320 millions d'habitants. » Et c'est le marché sous-régional. Ça a du sens, ça parle aux entreprises. Quelqu'un s'investirait là, mettrait son argent, produirait pour 300 millions de consommateurs, et il suffirait, et d'ailleurs c'est comme ça que le gouvernement doit tout faire, investir massivement dans la construction d'infrastructures régionales. Le Sénégal ne doit plus maintenant se voir
dans son petit espace national, au lieu de mettre énormément de milliards, c'est vrai, c'est bien de faire des investissements, le TR, tout ce qu'on veut là, mais moi j'aurais mis, plutôt que de mettre autant d'argent dans un TR dans Dakar, j'aurais mis tout cet argent sur le chemin de fer Dakar-Bamako, que le Sénégal prendrait la responsabilité de porter ce projet. Parce que plus de 50%, tout l'essentiel, parce que c'est de l'investissement. Ce n'est rien d'autre que de l'investissement. Plus de la moitié des exportations sénégalaises produites par les usines du Sénégal vont dans la sous-région, par le corridor du Mali. Absolument. Mais c'est le Sénégal qui a intérêt à construire ce corridor, ce ne sont pas les Maliens. Il y a plus de 300 camions par jour dans les deux sens. Si vous mettez le chemin de fer, vous mettez une autoroute à deux voies, plus le chemin de fer, c'est le Sénégal qui gagne. Parce que le Sénégal mettrait plus facilement ses conteneurs au Mali, au Burkina Faso, ailleurs jusqu'au Nigeria. Mais ce serait un bon investissement pour notre pays. C'est ça le sens de l'intégration, à mon avis. C'est faire en sorte que nos petits marchés étriqués soient ouverts et reliés à d'autres. Et qu'en assurant la libre circulation des personnes et des capitaux, cela fonctionne. Lorsqu'on fait un emprunt obligataire, on ouvre dans le marché de l'UEMOA. Lorsqu'on aura vraiment un marché financier CEDEAO, on ouvrirait à un marché de plus de 300 millions d'habitants. Les emprunts obligataires qu'on lancerait sur le marché auraient plus de consistance et plus de possibilités d'être financés. Et ce marché régional est un marché puissant, parce que le Nigeria et le Ghana sont des économies assez fortes. Si vous les mettez avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous avez 4 champions dans la région qui pourraient porter le processus. Donc, ce n'est pas parce qu'ailleurs, il y en a qui reculent et qui sortent de l'intégration que nous devrions faire la même chose. Au contraire, nous devrions renforcer. L'exemple le plus patent dans la force de l'intégration, vous essayez de faire la géographie du développement dans le monde. Vous verrez que les parties du monde les plus intégrées sont aussi les parties où le commerce intra-régional est la plus forte, et le plus fort, et le plus développé. Prenez l'Union européenne. L'Europe des 28, et maintenant des 27, ça va changer, a un commerce intra-européen de plus de 70%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'ensemble de la production commercialisée par l'Europe, les 70% se font à l'intérieur de l'Europe entre pays européens. Si vous allez en Amérique du Nord, c'est une autarcie. Ça veut dire que si le monde disparaissait, l'Europe continuerait de vivre parce que 70% se fait chez eux. L'Amérique du Nord, avant l'arrivée de Trump est une parenthèse. Moi, c'est mon hypothèse. Il bouscule des choses, il ne restera pas longtemps. Avant son arrivée et après, l'Amérique était dans l'ALENA avec le Canada et le Mexique. À près de 60%, le commerce Amérique du Nord se faisait entre ces 3 pays. Et c'était énorme. Tout le monde en tirait profit. Sauf lui, Trump, qui a vu autre chose. Mais il est en train de il va se rendre compte très vite que ce qu'il a rêvé ne peut pas être appliqué. Et je dis souvent en rigolant que s'il savait que le Dreamliner, l'avion de Boeing, son dernier né qui les fait rêver, est construit dans 7 pays différents, il se rendrait compte que s'il voulait rester seulement avec son Amérique, il n'aurait plus de Dreamliner. Parce que le Dreamliner, c'est 7 pays différents. Avec des assemblages un peu partout. C'est ça, les chaînes de valeur mondiales. On ne peut plus s'enfermer. Je pense d'ailleurs que sa stratégie, c'est juste de pousser un grand coup pour faire peur à tout le monde, afin de pouvoir renégocier. Du bluff. C'est même intelligent, parce qu'il veut renégocier les choses. Voilà, il met la force, il pousse tout le monde à avoir peur, et il va renégocier des accords un peu à son profit, etc. Maintenant, il appartient aux autres aussi de faire les mêmes stratégies. Donc, c'est pour vous dire que pour moi, l'intégration africaine, c'est notre chance. Il faut y mettre ce qu'il faut. Il faut beaucoup de stratégie, il faut beaucoup de volonté politique. Les États doivent avoir de la volonté politique. Aller à Addis ou à Abuja, en parler et revenir faire autre chose, ce n'est pas bien, ça n'a pas de sens. Et les États aspirent, le secteur privé aspire à cela. Quand je vais dans un pays et que je vois une entreprise sénégalaise, ça me fait plaisir. Et le Sénégal doit faire ça, doit développer, construire des champions, des entreprises qui sont des champions régionaux, qui iront dans les autres pays pour s'implanter. Et c'est comme ça qu'on apprendra, c'est comme ça que de ces pays, ils iront dans d'autres régions africaines et peut-être demain dans d'autres pays du monde. Et c'est cela, je pense, que nous donne l'intégration. C'est un espace de co-construction, de partage, de co-développement, de solidarité économique et qui permet d'atténuer les effets pervers
qui nous viennent du marché mondial et de maximiser les potentiels qui se trouvent sur nos propres marchés. Voilà, monsieur le docteur Cheikh Tidiane Dièye, nous sommes à la fin de ce premier numéro d'Intelligence Éco. On vous laisse juste dire votre mot de la fin. Oui, un mot de remerciement encore une fois à leral.net et vous féliciter pour ce que vous faites. Lancer tout simplement un appel à tous ceux qui nous regardent d'être comme moi de grands défenseurs militants de l'intégration, de se battre pour enlever les obstacles à la libre circulation des personnes, d'enlever les obstacles au commerce intra-régional, de faciliter le commerce, parce que c'est ça qui est le facteur de notre développement. Il faut sensibiliser les États, qu'ils comprennent que donner quelque chose à son voisin, et c'est d'ailleurs, je prends encore cette formule belle de Mahathir de Malaisie, qui avait dit travailler à la prospérité de ses voisins, ce n'est pas de la générosité, c'est du bon sens. Travailler à la prospérité de ses voisins, ce n'est pas de la générosité, c'est du bon sens. Et c'est du bon sens économique. Si la Gambie est riche, la Guinée-Bissau est riche, le Mali est riche, le Sénégal s'enrichira, forcément. Si le Sénégal et les autres sont riches, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest s'enrichiront. Et c'est ensemble qu'on peut construire cette richesse commune au niveau régional. Voilà, c'était Intelligence Éco, le magazine réservé à l'information économique et financière. Rendez-vous pris pour une autre fois. Merci. Merci beaucoup.